Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Laurent Vimont. Vous êtes le président de Century 21. Merci d'avoir accepté mon invitation. On avait déjà eu le plaisir de se parler, mais par téléphone. Là, vous êtes à la Baule parce qu'en ce moment, Century 21 est en congrès. Vous réunissez toutes vos agences le temps d'un séminaire. Bonjour. On réunit les agences qui souhaitent s'améliorer et ce séminaire étant facultatif, ne viennent que celles qui souhaitent venir. Donc on a aujourd'hui 705 patrons d'agences qui ont choisi de venir à la Baule une journée et demie pour travailler avec un thème qui est une nouvelle exigence. Notre idée, c'est de monter d'un cran notre exigence vis-à-vis de nous-mêmes, de nos collaborateurs, pour que nos clients en bénéficient au final, parce qu'on a le sentiment que c'est une révolution profonde qui est en cours et qu'il faut se dépêcher de faire les choses mieux pour nos clients. Voilà. Concrètement, comment peut-on monter d'un cran dans un métier qui, pour le grand public, paraît simple, mettre en valeur un bien qu'un vendeur vous confie et ensuite essayer de convaincre l'acheteur de l'acheter? Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur le sujet. La première concerne par exemple l'estimation du bien. On a tous un avis arrêté sur le prix de son bien. Malheureusement, c'est un avis qui est quelque peu irrationnel et qui peut être parfois influencé par ses propres goûts. Or, l'acheteur en face, lui, est quelqu'un qui réagit différemment. Je m'explique, le vendeur en général pense qu'il vend son bien qui est le seul du marché, là où l'acheteur en face pour acheter en visite 15 ou 20 et connaît donc les biens mieux que n'importe qui. Le réseau a construit un outil qu'on appelle analyse comparative du marché qui permet d'apporter à un client vendeur un ensemble d'informations sur les prix du marché, des biens qui ont été vendus récemment avec le prix de mise en vente, le délai en jour, le prix de vente final, des biens concurrents aussi parce que oui, celui qui vend n'est pas seul sur le marché, il y a d'autres biens qui peuvent être identiques aux siens, ou en tout cas correspondre, et puis de biens qui ont été invendus, de vendeurs qui ont été un peu trop gourmands pour montrer aux clients qu'il y a un marché avec une concurrence, il y a quelque chose qui se vend à un prix et pas d'autre, et quand on prend le risque de surestimer son bien, on ne le vend pas. Donc voilà un exemple, et il y en a plein d'autres permettant par exemple de faire de la reddition de compte, un extranet pour les vendeurs, dans lequel le client pourra, quand il le souhaite, aller mesurer tout ce que l'agence a fait pour lui, et des outils digitaux, Facebook, avec lequel aujourd'hui on travaille beaucoup, où on fait la promotion de biens, des promotions qui sont personnalisées. Enfin, on a embarqué nous comme un peu un surfeur sur une vague, la vague du digital. On est sur cette planche, on avance dessus, on essaie d'embarquer tous ces outils pour améliorer le service client. Toutes ces données statistiques existent depuis quelques années. Lorsque Meilleurs Agents avaient essayé de faire ça sur Paris, ils se sont étendus. Ensuite, il y a le fisc qui a fait ça, il y a Bercy qui a... Qu'est-ce qui différencie ces outils statistiques? Est-ce que les champs peuvent être différents? Est-ce que vous pouvez prendre en compte un ensoleillement sud, nord, voilà, différents critères? Vous avez parfaitement résumé. Les outils dont vous parlez sont des outils qui sont purement d'exploitation de base de données, où il n'y a pas de visite physique, où on agglomère un ensemble d'informations très techniques. Quand un collaborateur vient estimer un logement, il va intégrer tous les paramètres, l'exposition, l'étage, l'état de l'appartement, ce qu'on ne fait pas sur Internet. Donc il y a un niveau de connaissance et de précision incroyable, et puis surtout, il y a la connaissance locale de l'agence à la Baule depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui connaît parfaitement le marché local. L'agent immobilier, ou pardon, le site internet parisien qui fait de l'estimation à distance, certains ont fait le test quand ils achètent, et ils découvrent que ce qu'ils achètent, ça vaut moins cher que ce que c'est estimé ou réciproquement. Donc une estimation ne peut pas se faire sans une visite physique du logement. Et l'agent a un avantage, c'est qu'il a 5 ans, 10 ans, 15 ans d'histoire sur le marché local, et qui donc il sait ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, ce qui intéresse les acheteurs en ce moment. Vous savez qu'à la Baule, il y a un marché locatif, saisonnier extrêmement important, qui a été très impacté pendant 4 ans. Depuis que le l'allongement des plus-values a été amené à 30 ans, le marché il a plombé. Donc il faut tenir compte de ces paramètres, et un algorithme, aussi bon soit-il, a du mal à le faire. Ce qu'un homme ou une femme peut faire quand il fait ce travail depuis 5 ans ou 10 ans. Ça veut dire que dans toute la France, vous avez cité la Baule évidemment parce que nous y sommes, Laurent Vimont, mais ceux qui peuvent nous écouter peut-être vers Nantes, à Vannes ou à Noirmoutier, c'est un peu la même chose. Dans toute la France, finalement, c'est le terrain, la connaissance, le terrain et l'humain. J'ai l'impression qu'on l'a... Le paradoxe du digital, si vous voulez, c'est que on fait en permanence ce grand écart entre cette volonté d'apprivoiser ces nouveaux outils et modes de consommation en intégrant un élément important, c'est que le savoir a changé de camp. Que dans cette révolution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les consommateurs sont des consommateurs augmentés parce qu'ils ont au bout de la main l'accès à une information vers leur smartphone qui leur permet de plus savoir. Et donc, quand ils arrivent à l'agence, l'agent n'est plus un sachant, puisque le consommateur, lui, a l'information. Et donc, l'agent devient entrer l'information. Mais c'est pas l'un sans l'autre. C'est la connaissance de l'ère digitale, comme on peut l'utiliser pour améliorer nos services, qui va avec le réseau physique et dans une relation
face to face, yeux dans les yeux, aurait dit et connaissance du terrain. Ministre célèbre, et connaissance du terrain qui s'agglomère avec le reste. L'humain sera plus que jamais au centre. C'est-à-dire, ça me fait penser un peu à ce qu'on appelait au moment des guerres et de la chasse contre les terroristes. On disait qu'on peut mettre des drones et des satellites, mais l'espion, le service secret, le gars collecteur d'informations, au coin de la rue, et on ne le remplacera pas. C'est la même chose aussi pour la collecte d'informations. De faire de l'immobilier. Voilà. Ah, oui, parfois. Quoique. On dit que l'immobilier va en ce moment, Laurent Vimont. Est-ce qu'on n'est pas en pleine bulle parce que les banques distribuent des crédits très facilement? C'est une vieille question qu'on me pose depuis maintenant une trentaine d'années. Ce qu'on peut dire sur le marché de l'ancien, c'est que les choses sont plutôt au beau fixe. On pourrait dire que les planètes sont alignées correctement, et entre autres parce que les taux de crédit sont extrêmement bas. Aujourd'hui, on emprunte à moins de 2%, et que ça a deux conséquences. La première, c'est que ça enrichit les acheteurs déjà éligibles au crédit, puisque si vous prenez deux chiffres, 1000 euros de mensualité sur 20 ans, à 4%, la banque vous prête 172 000 euros, à 2%, elle vous prête 210 000. Donc vous gagnez, à mensualité équivalente, 40 000 euros de pouvoir d'achat. C'est pas anecdotique. Et puis l'autre conséquence, c'est que ceux qui n'étaient pas éligibles au crédit le sont aujourd'hui, puisque si on prend un autre exemple, 150 000 euros de crédit consenti par une banque correspondait à 4% à 805 euros de mensualité et à 700 maintenant. Donc si vous faites une règle de 3 et que vous regardez combien il faut gagner pour rembourser 700 euros par mois, ça fait 2100 euros. Si vous le faites pour 800, il faut gagner 2400 euros. Et je pense qu'il y a bien plus de Français qui gagnent 2100 euros par mois que 2400. Donc vous avez de nouveaux acheteurs qui rentrent sur le marché et en fait qui passent du « je veux acheter » à « je peux acheter » grâce à ces taux bas. Maintenant, bulle ou pas bulle, la bulle immobilière, il y a des gens qui ont écrit dessus depuis des années, elle n'a jamais existé. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en France, contrairement au marché américain et au marché espagnol aussi, on ne prête qu'à des gens qui peuvent rembourser parce qu'on vérifie leurs revenus. Dissolvables, oui. Aux États-Unis, ils devaient distribuer sous les ordres du gouvernement des crédits. Exactement, qui étaient en plus à taux variable. En France, on est à taux fixe, donc votre mensualité elle est bloquée. Et deuxièmement, en Espagne, on a construit et vendu après. En France, on ne construit que ce qui est prévendu. Donc il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de stock de logement. Le résultat, c'est que vous avez pas de stock disponible si le marché ralentit. Et deuxièmement, pas de problème de remboursement puisque les gens qui empruntent, on a vérifié avant qu'ils pouvaient rembourser et à taux fixe. Ce qui fait que globalement, comme on est sur un cycle long, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent en fait pour revendre à 3 ans. Ils gardent 7 ans, 8 ans. Et donc même s'il y a un petit à-coup sur les prix du marché, il est rattrapé vite fait dans les mois ou les années qui viennent. Alors j'ai le plaisir d'être avec Laurent Vimont, le président de Century 21, qui est à La Baule en ce moment. Vous faites votre séminaire, ce que vous appelez l'atelier. Voilà. Quels sont les chantiers sur lesquels vous travaillez? Vous avez parlé évidemment du chantier du numérique. Il y a d'autres choses? Oui, il y a tout ce qui concerne l'expérience client. On a découvert par exemple que dans une étude récente, ce que les gens gardent en mémoire dans une transaction, c'est l'émotion générée pendant cette transaction et l'humanisation de la relation. Et donc on travaille sur des services qui vont être personnalisés, avec un chantier de base qui est peut-être le plus important, ne laisser personne sur le bord de la route. Quand un client franchit la porte d'une agence et il dépose son projet, on n'a pas le droit de ne plus ou de ne pas le rappeler au moins 30 jours après ou de ne plus jamais le rappeler. Donc on a un système qui permet de garder le contact de façon automatique, mais nous souhaitons aujourd'hui que 100% des clients franchissant la porte de l'agence Century 21 soient suivis. Ça, c'est un truc super important. On imagine aussi qu'on doit pouvoir plus valoriser, un peu comme le font les gens qui vendent des voitures neuves, ce qu'on appelle la remise des clés. Vous savez, quand vous achetez une voiture aujourd'hui, elle est sous housse, et ben peut-être que dans le logement à 250 000 euros, de champagne, voire même, vous savez, je pense qu'une bouteille d'eau pour un locataire qui arrive chez lui, c'est déjà énorme. Et si je prends un exemple, c'est celui d'Uber, qui a révolutionné le monde des taxis à Paris. La bouteille d'eau. On n'a parlé que de ça. Et du cordon d'iPhone. Et nous, on vend des logements à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et celui qu'en ménage. Et si vous en vendez un peu plus cher, hein. Alors, je parlais de moyenne nationale. Ici, c'est un peu plus cher, effectivement. Voilà. Donc voilà un des sujets, c'est revenir aux fondamentaux du métier, qui est la considération qu'on porte à l'autre et l'attention qu'on va lui apporter. Y compris le studio dans lequel vous vous trouvez. Exactement. Laurent Vimont, qui a été vendu par Century 21. J'en suis ravi. Oui. Tout ça dans des fiches marketing, c'est très bien quand lorsque c'est écrit, vous dites ça, vous envoyez à vos 500 ou 700 agents en France, mais dans la réalité du terrain, 6 mois plus tard, peut-être que c'est oublié. Je suis sûr que vous allez
à l'improviste, vous rentrez dans une agence, vous n'allez pas voir ce qu'on a donné dans la fiche. Voilà. Ça serait trop facile. Voilà. Donc on est parfaitement conscient du chemin qui restera à parcourir. On considère que si on réussit déjà à embarquer 30% des agences dans le dispositif, ça sera 30% de qualité, de gens. c'est ça. Exactement. Que si on en embarque 60% à 2 ans, on sera ravis, et 100% à 5 ans. Et puis on a aussi fait quelque chose qui est un petit peu paradoxal ou curieux, c'est que nous avons choisi de nous séparer de 90 agences depuis 4 ans, qui n'étaient pas conformes à l'esprit du réseau. Donc le pilotage du réseau, c'est de proposer des choses pour mieux faire son métier, l'améliorer, être plus performant, et c'est aussi être capable de dire à des patrons d'agences qui n'ont pas envie de se remettre en cause. Vous en avez viré? Oui, on en a viré, c'est un peu excessif, mais on a choisi de ne pas renouveler. Ça veut dire ça, en langage politiquement correct. De ne pas renouveler des contrats de franchise dont on pensait que le patron d'agence avait juste acheté l'enseigne et ne voulait pas se remettre en cause. Et la marque, c'est un bien commun. Donc vous savez, c'est la citadelle de Saint-Exupéry. Chaque sentinelle est responsable du royaume. La sentinelle qui n'est pas vigilante... Si quelqu'un se comporte mal, ça entache... On préfère se séparer d'agences, souvent en bon terme, parce que c'est pas conflictuel, juste le constat que les choses sont pas conformes à l'esprit du réseau. Est-ce qu'on est fidèle à une agence immobilière tout au long de sa vie, ou finalement on suit ça en fonction des biens qui sont à proposer, en fonction de l'implantation de l'agence? C'est un peu comme une station-service, on s'arrête là où il y a de l'essence. Mais c'est la base même de notre stratégie, c'est qu'on a développé en 30 ans une stratégie de conquête de parts de marché en développant la prise de mandats exclusifs. Et qu'aujourd'hui dans le réseau, on en a 1 sur 2, 50% de mandats exclusifs. La profession doit être à 25%. Et c'est vrai qu'avec ces mandats, vous devenez incontournable. Donc, fidèle ou pas, ça ne me concerne pas, puisque vous ne pourrez acheter le bien que chez moi. Après, dans les cartons, nous avons dans le projet qu'on appelle Oxygène, qui est le projet de rénovation du réseau, embarqué un ensemble d'idées qui nous permettent demain peut-être de travailler les bases de données différemment. On sait qu'il y a une rupture de relation entre l'achat du bien et sa vente 7 ans après en moyenne. Peut-être qu'on peut imaginer de faire en sorte qu'annuellement, trimestriellement, il y a un message porté à l'acquéreur qui n'est pas forcément un message commercial. Donc on travaille aujourd'hui sur quelque chose nous permettant de garder le contact, fidéliser n'est pas mot, mais peut-être ne pas oublier que la marque existe. 7 ans? Pourquoi 7 ans? C'est le turnover national, c'est la moyenne nationale de détention d'un bien, c'est 7 ans. D'accord. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, c'est lié mutation, décès, divorce et puis promotion ou envie de changer. Finalement, l'agence physique, on le voit dans ce que vous faites, elle existera toujours malgré le lancement des biens ici, là, ou des vivres ici, etc. Le lancement de tous ces sites internet. Bien ici, c'est un site que nous portons. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Je dis malgré le lancement. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, si vous observez ce on va chercher, mais on va pousser la porte aussi. Certains ont prédit la bulle immobilière, d'autres la fin des réseaux physiques. Et moi, j'observe que dans les grands acteurs du digital, les pure players, ils ont tous envie d'un réseau physique. Et je pense qu'il est plus compliqué de créer 800 points de vente qu'un site internet. Vous voyez, et qu'avant qu'ils ne viennent égaler ce qu'on fait sur le terrain avec nos 5500 collaborateurs, il va se passer un petit peu de temps. Et ma conviction, encore une fois, c'est qu'on fait le grand écart entre le digital et le physique. Et le site, bien ici, il a été construit parce qu'on a pensé qu'on ne voulait pas devenir demain le groupe Accor, qui s'est fait ubériser par le site booking.com parce qu'il a sous-estimé l'arrivée de ce site et qu'il n'a pas en amont préparé une défense. Le site bien ici, c'est le site de la profession qui va fédérer l'ensemble de l'offre. Donc c'est une façon de nous prémunir de ce genre d'aventure. Comment le consommateur peut s'y repérer entre toutes ces marques qui arrivent, qui se créent, qui se développent? Je sais pas, par exemple, un présentateur de télévision lance sa marque dans l'immobilier, sponsorisé par la chaîne, qui va toucher 2 ou 3% de royalties là-dessus. Enfin voilà, tout ça c'est très très marketé. Testez. Frappez à la porte, faites venir des gens chez vous pour estimer votre logement, et puis testez l'individu. C'est la personne physique qui va compter. Alors, on peut croire au chant des sirènes, c'est important de croire au chant des sirènes, mais on peut aussi faire venir les gens et puis tester les bêtes sur pied. Vous savez, comme les paysans, quand on va acheter une vache, on tape. On va d'abord tâter, on et puis ça se fait exactement. Je n'invite pas les gens à tâter les collaborateurs, mais je les invite juste à les faire venir et puis à voir si dans leurs yeux, d'abord il y a la passion pour ce métier et si deuxièmement techniquement ils sont compétents. Voilà. Le problème de l'immobilier, justement, c'est le chant des sirènes. Vous appelez 4 agents immobiliers pour les tester. Il y en a un, par exemple le vôtre, qui va venir en toute honnêteté, qui va vous dire votre bien vaut 200 et en réalité il a vu. Et moi je suis un peu déçu.
Mais j'ai le voisin qui va venir, qui va me dire que j'ai le château de Versailles, que ça vaut 300. Et je dis oui, mais moi je suis un peu méfiant. L'autre m'a quand même dit que ça valait 200. Mais l'autre n'a pas vu, il n'a pas vu qu'il allait y avoir bientôt telle construction, qu'il va y avoir telle école, le train va s'arrêter. Et je me laisse avoir. Et je signe, et le bien reste invendu pendant 6 mois, 9 mois. Exiger, et le chant des sirènes. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens ? Exiger d'avoir une analyse comparative de marché qui donne la vision globale des prix du marché. Ne vous contentez jamais d'une estimation en doigt mouillé d'un simili professionnel qui vous dit « ça vaut 255 000 euros ». Sans étayer son propos. Il doit vous apporter les informations sur les biens qui ont été vendus récemment comparables aux vôtres. Il doit vous apporter les biens comparables aux vôtres qui sont en vente, la concurrence de ce que vous avez sur le marché et ce qu'il n'a pas réussi à vendre. Donc exiger d'avoir des preuves écrites. Mais la flatterie, ça marche toujours. On vient vous voir en vous disant comme tu es beau et comme tu es intelligent, vous n'allez pas me dire apporte-moi une preuve que je suis beau. C'est pas la Fontaine qui a dit le flatteur. Répondre, oui, je suis beau, évidemment. Le flatteur vit aux dépens du flatté. Voilà, mais il faut être conscient de ça et puis ne pas forcément croire ce qu'on a envie d'entendre. Ah, j'ai envie de terminer cet entretien, on va faire un petit panorama de l'immobilier. Comment ça se passe ? France, ici, région, qu'est-ce que vous pouvez nous En France, on observe des volumes de vente en hausse de 10%, avec des hausses de prix qui sont plutôt mesurées, on va dire, d'environ 2%. Donc un marché qui est contenu et très équilibré. De gros écarts entre Paris Intramuros, qui fait plus 6% sur les prix, mais dont les volumes commencent déjà à se dégrader, ce qui me fait dire que les prix ont un peu trop augmenté et qu'il est possible que le marché grippe sur les volumes. Et puis en Ile-de-France et dans les grandes agglomérations françaises, un marché dans les zones hypertendues qui est un marché déficitaire où on voit les prix repartir à la hausse et les volumes en hausse. Concernant spécifiquement la Baule, c'est un marché compliqué à analyser parce que vous avez le front de mer où les prix peuvent dépasser 10, 11, 12 000 euros du mètre carré et puis 1,5 km plus loin, des prix qui s'effondrent. Ce qu'on observe sur le secteur, c'est que les prix ont l'air assez stables. Je pense que c'est l'effet résidence secondaire qui n'a pas encore été digéré parce que cette fameuse modification des calculs de plus-value a découragé des gens qui voulaient vendre parce que ça impactait fortement ce qu'ils avaient ont gardé leur résidence. Et puis dans une économie qui n'est pas florissante, malgré un gouvernement de combat, un président guerrier et dynamique, mais globalement, le chômage n'a pas baissé. Et que quand on va acheter du secondaire, on se demande si son job va tenir, enfin, résidence secondaire. Donc je pense que ça impacte la demande et que le marché aujourd'hui, il est existant, que tous ceux qui mettent au prix du marché, qui a dû dévisser de 15 à 20%, dans le secondaire, par rapport à 2012, peuvent acheter, mais qu'il faut que le vendeur en secondaire, qui n'a pas besoin de vendre. Donc il peut mettre un prix largement au-dessus, s'il ne vend pas, c'est pas grave. En principal, il adapte. Fait que le marché, il est reparti un peu à la hausse. Pour information, le secondaire dans nos chiffres, ça représente au national un peu moins de 8% des transactions. Voilà. Et c'est un peu pas plus, mal, un peu moins. Non, mais c'est un marché important. Alors, c'est plus à la Baule, c'est évident. Oui, mais si on fait 3 km dans les terres, le marché est stable et sain. Il y a une inquiétude qui porte sur les zones dites rurales, non desservies par les transports en commun et dans lesquelles il n'y a pas d'économie, où là, les choses sont plus compliquées et où les prix ont encore baissé. On dit toujours que des villes comme Nantes rentrent dans le Nantes-Bordeaux, ça fait partie, tout ça, des grandes agglomérations qui fonctionnent bien. Donc finalement, vous avez les grandes agglomérations, là, on peut acheter les yeux fermés. Non, n'achetez jamais les yeux fermés. Non, mais je veux dire, acheter... oui. Comparez, visitez, n'achetez jamais les yeux fermés. Non, mais on est dans un environnement géographique stable. Oui. Voilà. Ensuite, il y a toute la campagne qui est, on peut le dire, sinistrée, les villes moyennes. Non, parce que vous avez des gens qui aiment ce style de vie. Il y a juste un déséquilibre inverse entre l'offre et la demande. Vous avez plus de biens à vendre que de gens qui veulent acheter. Mais sinistré, un marché sinistré, c'est à une époque guéré. Dans la Creuse, où après le passage des Anglais et une livre. Pas après le passage de François Hollande. Des Anglais. Il était président. Le passage des Anglais, les prix ont augmenté fortement, et puis quand la livre a dévalué, les Anglais sont partis et le marché il est resté scotché pendant 2 ans. Là, c'est sinistré. Il est évident qu'il y a des secteurs hyper ruraux où il n'y a pas de marché. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 70% des régions dans lesquelles le prix de vente moyen est d'environ 150 000 euros et moins. 150 000 euros et moins. Ça veut dire qu'avec 705 euros de mensualité, on peut être propriétaire. Et souvent, c'est inférieur à un loyer. Alors vous dites ça,
qu'après, quand on visualise des annonces, surtout dans notre région, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, même ceux qui sont à Vannes, sur la bord de mer, ou même à Saint-Nazaire, ou à Nantes, ou à Noirmoutier, franchement, pour 100 000 euros, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Je suis d'accord. Y compris dans des villes comme Saint-Nazaire. Mais en prix moyen, il y a beaucoup de biens à 150 000 euros. Voilà, si vous faites 3 km. 3 km, 5 km. Oui. Dernière question, vous parliez des résidences secondaires. Ça veut dire quoi la résidence secondaire aujourd'hui? Parce qu'en fait, quand on dit résidence secondaire, on a ce cliché d'il y a 20 ans ou 30 ans, la résidence vraiment secondaire. On l'ouvre à Pâques, les vacances d'été, on s'y installe, on repart. On observe de plus en plus que des gens, à partir d'un certain âge, achètent en double, la famille reste toute la semaine ici, les enfants vont à l'école ici, le cadre bosse 2 ou 3 jours à Paris, travaille par Internet. Il y a un mélange, voilà, les choses sont en train de se confondre, y compris des gens qui à 50 ans, 55 ans, travaillent en double et puis prennent leur retraite progressivement ici. Secondaire parce que la première s'appelle la maison principale. Oui, voilà. Mais ce marché, voilà, cette photo. Ce marché, en fait, il a plusieurs familles. La première, c'est la famille des gens qui partent en week-end chercher de la chlorophylle et qui vont parfois dans un camping-car ou dans un appartement de 2 pièces, aller s'aérer les neurones et se poser et prendre du temps, qui vont aller faire le marché le week-end et qui ont envie de sortir du rythme infernal de la ville. Première famille. La seconde famille, vous l'évoquiez, c'est les résidences dites saisonnières. On vit au rythme des saisons et on emmène la famille à Pâques, j'imagine souvent à la Baule, en juillet-août, et on retrouve le lien familial intergénérationnel, c'est-à-dire que les grands-parents prennent les petits-enfants en charge, et c'est là d'ailleurs qu'on réapprend la transmission, dans la cuisine par exemple. Et ces résidences-là, elles se transmettent souvent de père à enfant, enfin c'est là où on a vu grandir ces enfants et on a fabriqué ces souvenirs de jeunesse. C'est 2 marchés tout à fait différents. Le premier est accessible en 1h30 de voiture, le second est plus lointain, c'est la côte atlantique, c'est la Méditerranée, et donc c'est là où on ne va pas le week-end. Mais il faut bien distinguer ces 2 marchés. Puis le troisième que vous évoquez, c'est effectivement de nouveaux modes de vie, avec le télétravail par exemple, de gens qui veulent quitter la ville et qui choisissent de travailler à 200 km ou de laisser femme et enfants à 200 km, de passer 2 jours à Paris, ou à Nantes ou ailleurs dans leur centre de travail, et le reste du temps de chez eux. C'est aussi une nouvelle évolution des modes de travail. Je vous ai posé cette question, Laurent Vimont, parce qu'il y a quelques années, on disait avec la liberté, maintenant la résidence secondaire va s'effondrer, les gens veulent de la liberté et peuvent partir tous les week-ends en prenant leur avion depuis Roissy à Marrakech ou leur TGV. Il y a ça, mais ça cohabite aussi avec ceux qui ont envie d'avoir un lieu fixe pour travailler, pour se poser. Voilà, la résidence secondaire, c'est l'endroit où la famille se retrouve, l'endroit où elle va faire son marché, où on apprend la cuisine, le break, et où on prend du temps pour se poser tranquillement, sans pression, où on reprend le temps de vivre. Et c'est pour moi un endroit qui est essentiel et qui est pour les enfants et ceux qui en ont vraiment l'endroit où on construit une partie de sa vie. Eh bien, merci Laurent Vimont, vous êtes le président de Saint-Thuriet 21. Merci d'être venu à la Baule, d'avoir choisi la Baule pour avoir fait votre congrès. C'est pas la première fois. Non, et c'est pas la dernière. C'est sympa. Voilà. On a été très bien accueillis par Lila Turmeni, qui est l'agence de la Baule. Oui, elle est connue. Voilà, et les patrons présents ici sont ravis. Puis en plus, on a une météo qui est clémente. Donc, à chaque fois, vous avez une météo clémente. Il fait toujours beau à la Baule. Parfois plusieurs fois par jour, mais il fait toujours beau. Merci Laurent Vimont d'être venu. Vous êtes le président de Saint-Thuriet 21.